Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Utopie, idéologie et messianisme. En outre, cette excentricité de l'imagination utopique n'est-elle pas le remède à la pathologie de la pensée idéologique qui se trouve précisément aveugle et étroite, en raison de son incapacité à concevoir un nulle part? Paul Ricoeur, L'idéologie et l'utopie, Seuil 1997. Parler d'utopie aujourd'hui, c'est risquer d'être pris pour un rêveur coupé des réalités, au mieux un aimable poète, au pire un dangereux idéologue. Il est nécessaire de mettre un peu d'ordre dans la confusion des mots qui génèrent l'amalgame des idées. L'utopie correspond à un concept bien spécifique, elle n'est pas une forme de l'idéologie. De nombreux auteurs, philosophes, sociologues ou politiques engagés ont établi des parallèles, des comparaisons entre ces deux versants de l'aspiration à transformer le monde. Cf. Bibliographie succincte en fin d'ouvrage. Idée, idéalisme, idéologie. Partir de l'idée, ce serait refaire le parcours de la philosophie depuis Platon jusqu'à maintenant. Chaque philosophe en a modifié la signification en intégrant cette notion dans sa réflexion. C'est sans doute le terme le plus utilisé. Il peut évoquer aussi bien la forme sensible, la forme intelligible, que la représentation. Transcendantale, innée, absolue, adéquate, simple ou complexe, il y a des idées pour tous les systèmes. Ce qui peut les rassembler, c'est qu'il s'agit toujours d'une activité mentale, d'une construction de l'intellect. Il suffira alors de souligner la coupure entre les idées et le réel. Même réduite à l'idée de sensation chez Locke, elle est déjà, si peu que ce soit, une représentation du monde à partir des sensations brutes. Et comment faire autrement puisque pour exister dans le monde il nous faut le percevoir, le dire et le représenter. Ce n'est que lorsque ces trois actes sont accomplis, que nous pouvons commencer à imaginer sa transformation. Le monde-réalité s'oppose, ou plutôt se pose face au monde-idée. Il faut y voir des directions opposées plutôt que des états stables et fixés. Il me semble que la plupart des philosophies se différencient par le choix qu'elles font de pencher d'un côté ou de l'autre. Au fond, nous n'aurions que deux éventualités. Aller vers l'idéalisme ou s'ancrer dans le matérialisme, avec des dosages particuliers comme autant de cocktails en isme, et avec de subtils détournements. Ainsi le marxisme qui se voulait un socialisme scientifique est une forme d'idéalisme que, paradoxalement, on pourrait qualifier de matérialiste. Le livre de Marx et Engels, L'idéologie allemande qui paraît en 1846, inaugure ce terme d'idéologie. Il regroupe, selon les deux auteurs, un ensemble de représentations illusoires par lesquelles une classe assoit sa domination sur la société. L'idéologie a trois fonctions essentielles: justification, mensonge et dissimulation. La justification sert à légitimer l'exercice du pouvoir par un poids historique. Le mensonge présente les faits selon la perspective particulière qui sert les intérêts de la classe dominante. La dissimulation garde dans l'ombre tout ce qui peut contredire le système. L'idéologie est une abstraction qui constitue un écran entre la pensée et la réalité. Cette réalité, unique vérité, c'est le travail, une praxis historique et collective. On sait d'expérience que cette réalité indiscutable, après avoir transformé des sociétés, s'est enfermée dans les pièges qu'elle dénonçait avec tant de force et de persuasion. Le retour du réel, c'est la déroute de l'idéologie. Incapables de se remettre en cause, d'imaginer leur propre transformation, les idéologies s'arc-boutent sur des valeurs et des analyses coupées de la réalité. Quand les faits apportent la contradiction, il faut les anéantir et peu importe que ces faits soient constitués d'hommes et de femmes qui souffrent et qui veulent sortir de l'esclavage dans lequel on les tient. J'ai pris l'exemple du marxisme car chacun connaît les soubresauts de sa fin, peut-être provisoire d'ailleurs. Mais on peut faire la même analyse du capitalisme, qui lui a toujours cours. Il n'est pas plus capable que le premier d'entrevoir sa propre fin dans des changements qui seront à terme, inévitables, et sûrement douloureux. Edgar Morin associe marxisme et capitalisme comme deux idéologies de la fin de l'histoire. Ces deux idéologies de la fin de l'histoire ne savaient pas qu'elles étaient des idéologies de la fin d'un monde, et peut-être de la fin du monde. La glaciation des totalitarismes marque souvent la fin des idéologies, quand ayant perdu la force d'accompagner l'histoire,
elles ne servent plus qu'à construire des forteresses pour y préserver leur survivance. Idéologie, messianisme et millénarisme. C'est un rapport faussé au réel et au temps, qui se trouve au cœur des idéologies. Pour ne pas affronter le doute qui ne manque pas de naître de cette difficulté, il peut être plus accommodant de nier et l'un et l'autre, le réel et le temporel. Un idéalisme exacerbé, radical, anime les formes religieuses de l'idéologie. Leurs excès les ont déconsidérés très vite, mais ce penchant humain vers l'hubris, vers la déraison dans l'action reste un risque qu'il ne faut pas ignorer. Vers 1523, Thomas Münzer, prédicateur luthérien, fonde à Alsted une communauté chrétienne sans clergé, sans hiérarchie, toute tournée vers la fin des temps imminente. Le retour du Messie est proche, et pour l'accueillir il faut établir une cité terrestre à l'image de la cité céleste, parfaitement égalitaire, dans la liberté la plus totale. Ce projet rassemble contre lui catholiques, protestants et princes. Münzer s'associe aux anabaptistes suisses et dresse contre les pouvoirs les gens de peu, les paysans. C'est une révolte qui inquiète le Saint-Empire. Le retour à l'ordre romain ou réformé se fera dans le sang. Dans son roman L'œuvre au noir, Marguerite Yourcenar met en scène la tentative communautaire de Münster. Jean de Leyde y avait établi le royaume de Sion grâce aux prophètes qui annonçaient l'incarnation du Christ roi. L'extase donnait au sein une démarche titubante d'ivrogne. Le nouveau Christ roi ordonnait jeûne sur jeûne pour ménager les vivres. On tuait beaucoup. Le roi faisait disparaître les lâches et les tièdes avant qu'ils en infectassent d'autres. Cette année-là, le printemps de Münster fut fleuri d'un rouge sang que les troupes du prince-évêque mirent beaucoup d'ardeur à faire éclore. Ces folies collectives sont récurrentes dans l'histoire. Elles naissent et croissent de la misère d'un peuple, et la faute en est également partagée par les prophètes des temps nouveaux et par les gardiens de l'ordre passé. Aucune religion n'a échappé à un moment quelconque de son évolution, à la tentation de réaliser sur terre la cité céleste. L'histoire abonde en exemples de ce manque de discernement qui empêche de délimiter la part des hommes et la part des dieux, voire le mythe de Prométhée. Le christianisme a connu de nombreuses prophéties annonçant le retour du Christ, le jugement dernier, la fin des temps. Les dates furent même avancées. Adventistes, mormons ou témoins de Jéhovah guettent toujours les signes d'une fin ou d'un avènement très proche. Les deux grands courants de l'islam, sunnisme et chiisme, attendent et espèrent la venue du Mahdi qui rétablira la véritable religion. Récemment, le président de l'Iran Ahmadinejad annonçait dans un discours prononcé à l'ONU le retour de Jésus et du prophète pour effacer toute trace d'oppression, de douleur et d'agonie à la face du monde. Les Juifs, pourtant toujours dans une attente défiante, ont aussi connu des messies proclamés. Sabbatai Zevi au XVIe siècle et Menahem Schneerson au XXe. Régulièrement des voix s'élèvent pour indiquer la date de la fin du monde, justifiant des comportements aberrants et parfois meurtriers. Aujourd'hui l'horloge de l'univers devrait s'arrêter en 2012. Entre les sectes à l'ésotérisme douteux et la mouvance New Age à l'irrationnel dangereux, la fin des temps fait recette. Le grand soir des utopies travesties, des espérances trahies annonce le crépuscule de la raison. Il signe le naufrage de l'intelligence, souvent au milieu des tempêtes de l'injustice. Notre XXe siècle en a connu de ces naufrages et de ces tempêtes orchestrées par un messie. Le modeste peintre viennois, accoucheur de l'homme nouveau ou le prophète aux yeux bridés dont le petit livre rouge annulait tous les livres, ne sont que deux figures parmi celles qui ornent le panthéon de l'inhumanité. Les théocraties avec ou sans Dieu, fonctionnent toutes les deux sur le même modèle. Elles abusent du désir légitime au bonheur, et détruisent tous les outils de la pensée. Les autodafés de livres ou d'œuvres illuminent les nuits de la conscience. Ce triste flamboiement s'allume vite tout au fond de la nuit des ignorances, car il s'agit bien de nier la loi qui est la source de toutes les lois, celle du Père proclamée par le nom du Père. Les anabaptistes rejetaient la Bible, et quelques communautés juives recommandaient de détruire la Torah. Ces exemples historiques, parfois récents, dévoilent dans leurs excès même la constitution des idéologies, leurs forces et leurs faiblesses. Elles reposent sur une coupure du réel que pratiquent toujours de nombreuses communautés sectaires. Dangereuse l'utopie ? Il y a deux façons de nier la réalité. En l'ignorant ou en la reconstruisant, mais les deux aboutissent à une sorte d'autisme qui entretient une violence sous-jacente. Aucune de ces communautés ne correspondent à ce que nous appelons « utopie ».
En utopie, il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Or, comme le souligne Paul Ricoeur, c'est le rôle de l'idéologie de légitimer l'autorité. Et l'idéologie suppose toujours une contrainte, souvent une violence qui naît de la volonté de résoudre par la force la fracture du réel vécu ou souhaité. On a pourtant tenté de construire dans les faits des sociétés utopiques. Des phalanstères de Fourier aux communautés hippies, en passant par les cités ouvrières de Godin, le rêve d'un monde juste, sans affrontement de classe, traverse l'humanité. Il est inséparable d'une vision globale de l'homme et n'est pas près de s'éteindre. Mais le totalisant n'est jamais bien loin du totalitaire. Et c'est bien par le rapport qu'elle entretient avec le réel que l'utopie peut être un ferment de changement ou devenir une prison sans barreaux. On mesure la facilité avec laquelle peut s'opérer le glissement vers une société fermée, repliée, dont la validité ne tient que par son isolement. C'est un reproche que l'on ne manque pas d'adresser à la franc-maçonnerie, en invoquant le secret qui scelle l'appartenance. Ce qu'un examen superficiel peut laisser croire, ne tient pas devant une analyse approfondie. Mais il ne faut pas se contenter de s'en tenir aux invocations, aux déclarations d'intention. Il faut détailler la pratique, reprendre l'histoire et souligner les parentés. C'est ce que je tenterai dans les chapitres qui vont suivre. Avant de clore ces propos préliminaires, et au risque de conclure avant même de commencer, il faut répéter que jamais un pouvoir fort n'a su s'accorder avec la franc-maçonnerie. Depuis son origine historique, fin XVIIe et début XVIIIe, celle-ci aligne sur sa carte de visite les condamnations par des autorités dominatrices comme autant de preuves de sa liberté de penser. À côté de ses constitutions, de ses textes fondateurs, il serait légitime de placer le beau texte d'Emmanuel Kant dans Qu'est-ce que les Lumières ? Sapere aude. Ose savoir. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc. Je n'ai vraiment pas besoin de me donner de peine à moi-même. Je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer, d'autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. Que la grande majorité des hommes tiennent aussi pour très dangereux ce pas en avant vers leur majorité, outre que c'est une chose pénible, c'est ce à quoi s'emploient fort bien les tuteurs qui très aimablement ont pris sur eux d'exercer une haute direction sur l'humanité. Après avoir rendu bien sot leur bétail, et avoir soigneusement pris garde que ces paisibles créatures n'aient pas la permission d'oser faire le moindre pas hors du parc où ils les ont enfermées, ils leur montrent le danger qui les menace si elles essaient de s'aventurer seules au dehors. La franc-maçonnerie a poursuivi son édification dans ces perspectives tracées depuis le XXe siècle, réouverte au siècle des Lumières et qui la condamne irrémédiablement aux yeux des politiques gardiens de troupeaux plutôt qu'éveilleurs de conscience. On a dénombré 3000 déportations et plus de 400 morts en 1944, pour délit de maçonnerie. Cela paraît peu, mais rapporté aux quelques 30 000 membres de l'époque, cela relève bien l'acharnement avec lequel les totalitarismes de tous ordres pourchassent les francs-maçons, trop libres pour être honnêtes. Chapitre 2. Coïncidence et convergence dans l'histoire des idées. La phase écossaise, celle de la contribution de la Renaissance, devait être suivie par une nouvelle phase, à la fois en Écosse et en Angleterre, au cours de laquelle certaines valeurs associées au siècle des Lumières furent incorporées au mouvement, alors que l'âge de raison, pointait, la franc-maçonnerie qui tirait son origine de la Renaissance fut adaptée pour correspondre à un nouveau climat. David Stevenson, Les origines de la franc-maçonnerie. La citation qui ouvre ce chapitre est extraite du livre d'un historien, David Stevenson, dont la modestie est à la hauteur de la probité. Comme tous les historiens, il s'appuie sur des faits ou des écrits authentiques. Il me semble intéressant de verser au dossier la confirmation de textes qui relèvent d'un autre registre. La littérature, la philosophie ne peuvent être laissées de côté dans cette recherche des origines dont le souci n'est pas seulement de préciser le passé, mais aussi d'éclairer le présent. Comment imaginer que les hommes du métier, maçons, tailleurs de pierre, constructeurs, aient pu ignorer les œuvres intellectuelles de leur époque ? Celui que nous appelons maçon opératif n'est pas toujours un simple exécutant habile dans son métier. Les statuts Chao, 1598 à 1599, régissent une organisation professionnelle rigoureuse.
À défaut d'offrir un support aux spéculations d'aujourd'hui, il donne l'image d'un groupe dont les règles ordonnent toute la vie sociale des membres, tout en leur conférant une liberté particulière dans la société. La hiérarchie des fonctions ou des qualités repose sur une connaissance du métier qui va jusqu'à la géométrie, et l'art ancien de la mémoire, débordant la pratique stricte de la taille et de la pose des pierres. Les références aux 5 points du compagnonnage, à des passages précis de la Bible que mentionne le manuscrit d'Édimbourg, 1696, laissent supposer un contenu symbolique qui dépasse le travail matériel tout en le justifiant. La mise à l'écart des maçons de second ordre, les Cowans, sans doute maçons de pierre sèche, révèle l'attachement au projet du constructeur. Tout maçon est quelque peu architecte, a fortiori celui surveillant ou maître qui les instruit ou les emploie. Quand notables, commanditaires ou aristocrates seront acceptés dans les réunions de maçons, ils développeront pour leur propre compte des contenus latents. De plus, avec la Renaissance, le rôle de l'architecte s'enrichit de valeurs philosophiques et symboliques qui lui confèrent une toute autre ampleur. Souchée sur les anciens devoirs, l'architecture acquiert une dimension cosmologique, ontologique, frôlant le mysticisme parfois. Elle existait déjà. Les rappels des temples antiques, de celui de Salomon et plus tard des ordres d'architecture ne sont pas de pure fantaisie. Mais elle est réaffirmée avec vigueur, et le même élan conduira beaucoup plus tard aux architectures utopiques révolutionnaires. Dans ce contexte et dans cette perspective, les statuts Chao de 1598 sont à la fois un aboutissement et un commencement. L'esprit de la Renaissance s'étend dans toute l'Europe, mais l'élan et les prémices apparaissent dans l'Italie du Quattrocento, plus particulièrement dans la République de Florence, régie de façon monarchique par la famille des Médicis. Les réseaux commerciaux, financiers diffusent rapidement la culture nouvelle qui se bâtit autour d'eux et, grâce à Côme l'Ancien. Ce fils aîné du gonfalonier Giovanni di Bicci s'est enrichi par les dispositifs bancaires mis en place par sa famille. Par le concours de ses clients, de ses obligés, de ses protégés artistes, écrivains, philosophes, il instaure son autorité sur la ville. Ses largesses lui permettent de conquérir l'estime du peuple. Couronnement de son action, il est proclamé de son vivant père de la patrie. Mais le rayonnement de la Florence médicéenne dépasse largement les frontières de la République et la sphère d'influence du mécénat familial. De grandes mutations donnent un visage nouveau aux arts mais aussi à la philosophie, morale ou politique, qui s'étend plus librement sur le champ du religieux. L'Académie platonicienne de Florence est fondée en 1460. Dans le même mouvement, d'autres académies se multiplient dans la ville ou ailleurs comme cette mystérieuse compagnie de la Truelle, rassemblant des personnages de l'entourage des Médicis. En affichant les outils des maçons, elle semble bien préfigurer les loges dites spéculatives qui donneront naissance à la franc-maçonnerie. 11. En invitant le grec Platon à Florence, Côme pose les bases d'une école, hors de l'influence de l'Église, qui va assurer la formation des grandes personnalités de la Renaissance italienne Marsil Ficin, Pic de la Mirandole. La Villa Careggi devient une académie ouverte à tous, réactualisant les enseignements de Platon, du gnosticisme alexandrin par les textes mêmes. En effet, la bibliothèque de Côme, fondée en 1524, conservait tous les écrits traduits ou en langue originale, que le christianisme et la scolastique avaient délaissés par volonté ou par ignorance. L'abbaye de Thélème, utopie imaginée par Rabelais, approchait ici de sa réalisation. Nous sommes encore loin de la république des philosophes souhaitée par Platon. Les intrigues, les guerres de factions, les meurtres, noircissent le tableau de la République des Médicis. Les fractures entre la politique, l'éthique, la culture et l'économie dressent un tableau en noir et blanc de cette Renaissance. De ces fractures vont naître les utopies, façon d'échapper au choix inévitable entre la réalité et le désir. Le totalitarisme préfère l'un à l'exclusion de l'autre, réalité ou désir, tandis que l'utopie refuse de choisir. Elle se borne à donner des éléments pour penser autrement. Le dominicain Savonarole, en dénonçant les méfaits ou les travers d'une société largement oligarchique, prophétisait une apocalypse qui devait régénérer le monde. Par opposition radicale à la république tyrannique des Médicis, il réussit un court instant à instaurer une véritable théocratie reposant sur la délation et la surveillance mutuelle. On peut penser, mais c'est une pensée du XXe siècle, que s'opposaient déjà deux postures pour transformer le monde,
celle qui parie sur l'éducation et la culture, et celle qui privilégie la force et la contrainte, réformiste contre révolutionnaire. Comme à Münster ou à Alsted, Savonarola, en proie à l'hubris de la pureté, voulut consumer ses adversaires dans des autodafés où disparurent les œuvres de Pétrarque, de Boccace avec des peintures et des instruments de musique. Déjà se dessinait la grande erreur des utopies quand elles cherchent à prendre corps, coûte que coûte. Elles sombrent dans la cécité meurtrière des idéologies et des millénarismes. On sait comment cette expérience s'acheva. Les flammes de l'autodafé de 1497 consumèrent aussi Savonarola plus tard. Princes et évêques retrouvèrent leur pouvoir, mais une porte avait été ouverte qui n'était pas prête de se refermer. Les philosophies antiques allaient irriguer tout le continent, en faisant croître un goût pour la liberté et un refus de l'ignorance qui devait germer et croître du soleil méditerranéen aux brumes du nord. Une fois de plus, le christianisme sera largement transformé par les idées, considérées comme hérétiques, qu'il avait combattues. Pour des raisons culturelles, économiques et politiques, la Renaissance commença en Italie. Sa diffusion fut d'autant plus rapide que les grands centres intellectuels étaient prêts à recevoir ces anciennes, nouvelles idées. L'essoufflement d'un catholicisme dont l'appétit dépassait les capacités d'absorption, les contradictions internes et externes au gouvernement des royaumes avaient préparé les esprits à la nécessité de changement. La réforme en fut le symptôme le plus grave dont la guérison passait soit par des traitements superficiels, une tolérance défiante et non égalitaire, soit par une modification du terrain pathologique, la détermination d'un espace commun, de valeurs communes pour reconstruire le lien social. Deux attitudes opposées, Machiavel et le souci du pouvoir, More et le besoin de coopération contractuelle. Le prince et l'utopie paraissent presque en même temps. Ce n'est qu'à la fin du XVe siècle que l'Angleterre retrouve un peu de stabilité. La guerre des deux roses qui opposait les maisons de Lancastre et d'York s'est achevée avec l'union des deux familles. Le début du règne d'Henri VIII inaugure une période calme, propice à l'expansion anglaise qui vaut au roi l'amitié de More. Il deviendra chancelier du royaume en 1529. Mais Henri VIII n'est pas le sage qu'imaginait son chancelier. En voulant instaurer un absolutisme sans concession, le roi ravive les querelles entre réformés et papistes et s'oppose à Rome pour assurer sa dynastie. Ces luttes internes ouvrent des brèches dans les doctrines religieuses et posent avec une nouvelle actualité le problème des relations entre le politique et le religieux, ainsi que légitimité de l'un par rapport à l'autre. Sur les invitations pressantes et répétées de son ami Erasme, More entame l'écriture de l'Utopie. C'est surtout par ce récit que j'appuierai ma comparaison avec l'élaboration progressive de la franc-maçonnerie. Cette œuvre inaugure une longue tradition littéraire et philosophique. Il est vrai qu'on peut la faire remonter avant la Renaissance. La République de Platon, l'histoire véritable d'un voyage dans la Lune de Lucien de Samosate, la Cité de Dieu de Saint-Augustin peuvent être rangées dans la catégorie des utopies. Mais comme il s'agit de mettre en parallèle franc-maçonnerie et utopie, je n'ai retenu que les œuvres qui ont pu avoir une influence indirecte sur la constitution des loges spéculatives. Une présentation de celles qui seront citées dans cet ouvrage est nécessaire, avant d'aller plus loin dans les comparaisons. L'Utopie de Thomas More. Elle est publiée par les soins d'Erasme en 1516 et 3 autres éditions suivront en 1517 et en 1518, tout en latin. Ce n'est qu'en 1551 qu'elle paraîtra en anglais à Londres. Première œuvre du genre, remarquablement construite, alliant clarté et profondeur, elle reste le modèle jamais dépassé. Son auteur préfigure l'homme de la Renaissance. Érudition considérable, connaissance approfondie des auteurs anciens, Platon, Aristote. More est un admirateur de Pic de la Mirandole et partage cette admiration avec Erasme, son ami de 12 ans plus âgé, qui le pressait depuis longtemps de mettre en forme ses nombreuses notes pour les publier dans un récit. Juriste de formation, en particulier sous la conduite de Guillaume Budet, More a l'habitude de sonder l'âme humaine et de mesurer la nécessité de la vertu dans l'exercice de son office. Il s'interroge sur la validité des lois et sur une justice qui s'exerce sans équité. Ces raffinements stoïciens qui estiment toutes les fautes égales et ne font aucune différence entre celui qui a tué un homme et celui qui a volé un écu, fautes entre lesquelles il n'y a ni ressemblance ni parenté si l'équité n'est pas un vain mot. Page 105.
C'est au retour d'une mission en Flandre qu'il rédige le livre 2 sur les prières d'Érasme. Il avait déjà écrit le livre 1 inspiré des voyages de l'époque. Il confiera le manuscrit à son ami, qui le fera aussitôt publier. Gargantua et Pantagruel de François Rabelais. Les deux livres paraissent en 1532 et 1534, très vite interdits par la Sorbonne. C'est dans Gargantua que Rabelais décrit l'abbaye de Thélème, dont l'organisation et les principes sont les opposés systématiques des règles monastiques. Ce parti pris ne donne pas à la fiction la même valeur que celle de More. Toutefois, Rabelais fera preuve de sa connaissance de l'œuvre dans le chapitre 2 de Pantagruel. Gargantua, en son âge de 484 ans, engendra son fils Pantagruel, de sa femme Badbec, fille du roi des Amorotes en Utopie, laquelle mourut de mal d'enfant. Amorote est l'une des 54 villes d'Utopie. Sa situation centrale et son accès facile font qu'elle est considérée comme une capitale, page 139. Les inventions de noms dans l'Utopie par adjonction d'un préfixe privatif. Utopie sans lieu. Le fleuve Anhydre sans eau, la capitale Amorote, littéralement ce qui ne brille pas, ne se voit pas. Le roi Adémous sans peuple sont autant d'éléments qui peuvent rappeler la constitution de l'abbaye de Thélème sur le contraire systématique des règles monastiques. La Cité du Soleil de Tommaso Campanella. Né dans une pauvre famille de Calabre en 1568, Campanella entre chez les dominicains. Son goût pour les thèses qui remettent en cause la scolastique lui vaut d'être arrêté pour hérésie. Libéré en 1592, sa vie ne sera plus qu'errance, entrecoupée de séjours en prison. Malgré les mauvais traitements et les menaces, il continuera d'écrire et de soutenir des positions contraires à la pensée dominante. Il y gagnera une célébrité certaine, puisqu'il terminera sa vie à Paris comme conseiller auprès de Richelieu. Sa Cité du Soleil paraît en 1602 et en 1611 en italien vulgaire, mais elle sera diffusée en 1623, dans une version en latin. Elle se présente sous la forme d'un dialogue entre un personnage appelé l'Hospitalier, du nom des Hospitaliers de Saint-Jean, et un marin génois. La Cité du Soleil est construite sur une île. Elle est entourée de 7 enceintes ouvertes par 4 portes et la vie des habitants, réglée dans les moindres détails, se déroule sous l'autorité d'un prêtre souverain soleil, assisté de 3 princes, Pont, Cinémour, c'est-à-dire pouvoir, sagesse et amour, page 13. Étonnante ressemblance avec l'invocation qui près de 2 siècles plus tard ouvre les travaux de la loge au rite écossais ancien et accepté. Force, sagesse et beauté. Tout aussi étonnante est la maxime qui ordonne les rapports des habitants. Ne fais point à autrui ce que toi tu ne veux. Et ce que tu veux, accomplis-le de même. Page 72. Dans sa ressemblance avec ce principe soumis au récipiendaire au cours de son initiation. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait à toi-même, et pénétrez-vous aussi du principe positif qui en découle, énoncé par la franc-maçonnerie. Fais aux autres tout le bien que tu voudrais qu'ils te fissent à toi-même. Il serait ridicule de soupçonner une influence. Par contre, tournés vers un but semblable, animés par des intentions altruistes, soucieux de l'autre, les hommes empruntent les mêmes chemins et se retrouvent sur les mêmes vérités. La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon. Juriste, philosophe, enseignant, Bacon s'oppose lui aussi au carcan de l'aristotélisme médiéval et à l'immobilisme des institutions. Il ne peut admettre que la science se voit assignée à être la servante de la théologie, comme la philosophie d'ailleurs. Sa position proche du pouvoir lui permettra d'avoir une parole influente. Son père Nicolas Bacon avait été chargé par Henri VIII de préparer des propositions sur l'éducation. Le fils poursuit en quelque sorte l'œuvre du père en proposant des réformes de l'université, consistant surtout en une modification des contenus qui devraient accorder une place prépondérante à la science. En 1605, il fait paraître Du progrès et de la promotion des savoirs, où il détaille ses propositions en insistant sur la nécessité d'approfondir les connaissances par goût du savoir et non toujours dans un souci utilitariste. Ce CNRS avant la lettre se retrouvera dans la Nouvelle Atlantide. Bacon ne cessera de publier des textes exposant ce qui deviendra la méthode expérimentale. Sa carrière politique sera aussi rapide dans son ascension que dans sa chute. Accusé de corruption, ce qu'il reconnaît, il terminera son existence retiré de la vie publique mais avec de nombreux admirateurs qui chercheront à faire valoir ses thèses.
Au cours d'une expérience sur le froid et la conservation des aliments, il contractera la bronchite qui l'emportera en 1626. La Nouvelle Atlantide paraîtra l'année suivante. Un peu plus de 30 ans après naît la Royal Society, très largement inspirée de la maison de Salomon que Bacon décrit dans son Utopie. L'Académie des sciences de Paris, ouverte par Colbert en 1666, suit aussi cette filiation. Les 3 ouvrages, l'Utopie, la Cité du Soleil et la Nouvelle Atlantide sont les supports principaux de ce travail. De nombreux autres récits de ce genre seront cités occasionnellement. Je les présente rapidement car ils reprennent tous les thèmes déjà traités par Thomas More. L'autre monde, les États et empires de la Lune et du Soleil de Cyrano de Bergerac en 1657. Il s'agit plus d'une fiction littéraire que de propositions philosophiques pour changer l'homme et la société. La pensée foisonnante de l'auteur utilise toutes les ressources de la critique, de l'imagination et de l'humour. Signalons que Cyrano retrouve le paradis sur la Lune avec Adam, Ève, Enoch, Élie et Saint Jean. Autant de personnages illustres que nous retrouverons dans les mythes fondateurs de la franc-maçonnerie. Une affirmation toutefois qui annonce la philosophie des Lumières. Tout dépend seulement du désir de l'homme d'être soleil, c'est-à-dire d'être totalement ce qu'il veut être. L'histoire des Sévarangues de Denis Verasdalé en 1677. L'auteur, réfugié en Angleterre en 1675, raconte un voyage dans les terres australes où il rencontre un peuple inconnu. Il décrit cette société fondée sur un travail égalitaire. La liberté de conscience y est totale jusqu'à l'athéisme, ce qui garantit la paix publique. Histoire de Caljava de Claude Gilbert en 1700. Dans cette île des hommes raisonnables, découverte par un marin protestant, les habitants vivent en paix dans une société tolérante et solidaire. Tous s'accordent sur une foi réduite à la croyance en l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et les peines et récompenses dans une autre vie. De tout cela ils sont convaincus de ces vérités par des raisons solides et naturelles, et non par l'autorité. Ce sont pratiquement les mots employés par More et par Campanella. La Giffantie de Tiphaine de la Roche en 1760. Encore un récit de voyage qui permet de critiquer la société européenne en proie à une violence latente ou déclarée entre les peuples. L'auteur décrit un espace utopique isolé cette fois au milieu du désert d'Afrique. Il découvre une société dont les principes ont été révélés par un arbre d'amour, qui provient de la germination de 3 pépins de la pomme fatale du paradis terrestre. L'arbre défendu qui fit le malheur des hommes devait en faire le bonheur. Il contenait le germe des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.